On a hésité, Christophe Carrèche, monsieur le député, on a hésité en fait à inviter un membre de l'opposition et Philippe Dallier a failli ne pas être dans le casting parce qu'on s'est dit, bon, Christophe Carrèche clairement est un socialiste de conviction, on ne peut pas en douter, mais de là à imaginer qu'il est dans la majorité, à écouter ses propos sur cette partie-là, en tout cas du projet de loi, on aurait pu un peu en douter. Bon, vous avez été turbulent, votre action a été saluée par plusieurs à cette tribune ou à la précédente. Alors, très sérieusement, bon, on peut pas douter que vous souhaitiez la réussite de votre majorité également sur ce projet. Comment voyez-vous les choses? Vous avez été très critique. Certes, votre Assemblée a voté, mais vous n'êtes pas toute l'Assemblée nationale. Vous aviez déposé au moins un amendement qui ne m'a pas échappé, qui nuançait très fortement la rédaction d'origine de la ministre. Voilà. Quelle est votre attitude aujourd'hui? Est-ce que vous considérez qu'il faut que tout cela évolue? Considérez-vous que cela est possible? La ministre a des convictions, ça a été rappelé par le sénateur Dallier. Nous vous écoutons. Je vais peut-être repartir de la manière dont les choses se sont passées à l'Assemblée nationale, et ce qui me permettra d'expliquer ma position. Moi, j'ai découvert la GUL en première lecture avec 2 articles. Un premier article, c'est ce qu'on a appelé le squelette, c'est-à-dire quelques principes directeurs assez généraux, qui personnellement ne me posaient pas de problème. Parce que je pouvais imaginer qu'on inscrive dans la loi, disons le principe, quelques articles, et puis qu'on revienne vers le législateur pour compléter les choses. Parce que la GUL, c'est quand même un projet extrêmement ambitieux, qui, à ma connaissance, n'existe pas ailleurs. C'est un projet qui est assez peu documenté sur le plan des analyses. Il commence à y avoir des études, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc je pensais qu'on pouvait inscrire dans la loi les choses, les principes, et puis encore une fois, y travailler ensuite et revenir vers le législateur pour en discuter. Donc ça ne me posait pas de problème. Ce qui m'a posé problème, c'est l'article 2. Enfin, pas l'article 2, c'est l'alinéa 2 de l'article 8, qui disait on va créer un établissement public qui va à la fois gérer la GUL, mais aussi la définir. Ce qui, personnellement, me posait 2 problèmes. Le premier, c'est un problème de méthode. C'est-à-dire qu'avec cet article, on dessaisissait clairement le législateur, puisqu'on confiait à l'établissement public le soin de définir des modalités de fonctionnement de la GUL. Peut-être un problème de constitution, même. Bon, je ne suis pas sûr. Mais non, parce que le législateur peut ou non se dessaisir. Après tout, c'est lui qui décide. Mais c'était quand même problématique parce que autant il peut y avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut imaginer que des fonctionnaires puissent travailler. Autant il y avait quand même beaucoup de choses sur lesquelles je pense que le législateur devait être sollicité et devait donner son avis. Donc ça a été le premier problème, moi, qui m'a posé question. Et le deuxième, je vais vous dire, c'est que, évidemment, en créant cet établissement public, on orientait tout de suite le mode de gestion. Et on l'orientait effectivement vers un mode de gestion tout public, puisque c'était un établissement public qui gérait le système. Donc c'était l'État, très clairement. Pourquoi ça m'a posé problème? Pour plusieurs raisons. La première, qui est une raison vraiment de principe et de fond, et vous avez comment dirais-je, fait allusion à mon appartenance politique, majorité, opposition, enfin bon, bref. Mais je veux être très clair là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, les réponses qui consistent à mettre en place des réponses où l'État va essayer a posteriori, essayer de combler un risque, une inégalité. C'est des réponses qu'on a quand même utilisées beaucoup dans notre pays pendant très longtemps.
Et c'est des réponses qui, à mon avis, ont atteint aujourd'hui un peu leurs limites. Et d'ailleurs, c'est très clairement expliqué dans le rapport du Conseil d'analyse stratégique sur 2025. Vous savez qu'ils ont travaillé sur la France en 2025. C'est Jean Pisani-Ferry qui a fait ce travail, enfin l'ex-commissariat au plan, et qui dit en France, c'est vrai qu'on installe beaucoup de filets de protection, c'est très bien, avec l'État, mais en revanche, on le fait souvent, on essaye de corriger les inégalités, les problèmes après, mais on ne donne pas suffisamment aux acteurs, aux gens, la possibilité de faire face eux-mêmes aux risques de la vie et aux problèmes d'inégalité. C'est-à-dire qu'on est, comment dirais-je, dans un système, encore une fois, qui se situe non pas en amont, mais en aval. Curatif. Curatif, exactement, qui n'est pas assez proactif et qui ne donne pas assez aux individus la possibilité de faire face, justement, aux difficultés. Et ça, Jean Pisani-Ferry le pose très clairement. Il dit ce système est coûteux, plus coûteux que les systèmes, justement, notamment qui passent par l'éducation, la formation, etc., bien sûr, qui donnent la possibilité aux gens de faire face aux problèmes qu'ils auront à rencontrer. Et par ailleurs, il est relativement inefficace. Bon, puisqu'on voit que malgré tous ces systèmes, les inégalités continuent à se creuser en France, alors qu'on a, effectivement, je pense qu'on est les champions du monde dans bien des domaines, en matière de réponse et de solutions étatiques. Donc déjà, moi, ce problème, cet aspect des choses me posait problème. Et je pense que notamment la gauche, la majorité actuelle, elle doit réfléchir à cela. Encore une fois, le travail de Jean Pisani-Ferry m'a beaucoup éclairé et incité à penser ainsi. Donc ça, c'était le premier problème. Bon, il y avait d'autres problèmes, peut-être plus centrés sur la question. Le premier, c'était quand même la responsabilité qu'on faisait courir à l'État. C'est-à-dire faire assumer 100% du risque à l'État, un risque qui est quand même, à mon avis, aujourd'hui, encore assez peu évalué. Alors on a parlé le rapport de l'inspection des finances rendu à la ministre. Il y a le rapport de l'inspection générale des finances, mais le rapport de l'inspection générale des finances, il y a quand même une phrase à la fin de ce rapport qui montre que, ils prennent quand même beaucoup de précautions. Et d'autres chiffrages d'ailleurs, du côté des assureurs, à contrarier ce chiffre. Mais moi je continue de penser que le risque n'est pas encore suffisamment évalué, que la question de l'aléa moral reste une question posée, d'ailleurs que la question de l'aléa moral est peut-être plus posée dans un système public que dans un système privé, parce que je pense que le rapport que les Français ou certains Français peuvent avoir avec l'État n'est pas un rapport toujours très sain, c'est-à-dire que l'État, il est là, l'État, c'est un peu tout le monde, c'est personne, et donc finalement, si je ne paye pas mon loyer, il viendra m'aider et les problèmes seront réglés. Alors, ce qui est vrai aussi, mais ça, on en parlera, c'est que dans le rapport de l'inspection générale, il est dit, il y a un point positif pour le système public, c'est le recouvrement. Donc un recouvrement par le trésor public. Et voilà. L'aléa moral est quand même assez traité dans le rapport de l'inspection générale. On voit qu'ils prennent beaucoup de précautions pour le traiter, mais en prenant beaucoup de précautions, ils montrent quand même qu'il y a une vraie réalité derrière cela. Bon. Donc le risque qui pèse sur l'État. Ensuite, il y avait quand même cette idée de taxe. Écoutez, moi je suis à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Je vois quand même un certain nombre de choses. Je vote les budgets, je vois les exercices fiscaux qui ont été faits. Honnêtement, personnellement, j'y ai jamais vraiment cru. Je vous le dis sincèrement, je ne voyais pas comment le gouvernement allait pouvoir mettre en place une taxe supplémentaire sur les loyers pour financer cette affaire. Donc j'ai toujours été assez dubitatif sur cette solution. Bon. Alors d'autant plus qui était tombé pratiquement au même moment, c'était en juillet, un rapport quand même de la Cour des comptes sur la fiscalité affectée
lisez-le, il est vraiment très intéressant, qui est quand même assez accablant. C'est-à-dire que tous les dispositifs qui ont été mis en place dans lequel on crée une taxe, un établissement public, une agence, pour régler un problème, ça s'est toujours pratiquement fini de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une explosion de la taxe en question, et que la régulation ne se fait jamais par une régulation de la dépense, mais elle se fait tout simplement par une augmentation de la recette, donc de la taxe. Voilà. C'est le rapport de la Cour des comptes, lisez-le, mois de juillet, sur la fiscalité affectée. Et ce que dit le rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs, au législateur, il lui dit qu'il faut arrêter ce genre de choses, il faut internaliser un certain nombre de taxes dans le budget de l'État, etc., etc. Bon. Donc c'était quand même un peu contradictoire aussi avec ce rapport. Bon. Donc voilà, moi j'ai eu cette interrogation-là, et donc voilà, je pensais que s'engager à ce stade dans un système tout public était quand même une option que je ne trouvais pas satisfaisante. Et donc moi ce que j'avais proposé, c'est qu'on ne mette pas en place tout de suite un établissement public, mais qu'on crée une mission de préfiguration, avec les acteurs, et qu'on puisse aussi ouvrir le débat, y compris sur l'idée d'une collaboration avec le secteur privé. Après tout, il y a quand même des assureurs dans ce pays, ils ne sont pas si mauvais que ça. Et même à cette tribune. Ils savent faire ce travail. Non, mais je veux dire, on est dans un pays où les assurances existent et où les sociétés d'assurance sont quand même... même au plan international, elles sont quand même plutôt reconnues. Hein. Donc voilà, je veux dire, on a un système assurantiel fort, et compétent. C'est gentil ce qu'il dit, donc monsieur je Harris. trouvais que c'était pas stupide de se retourner vers eux, même si honnêtement, je n'ai pas vu non plus une appétence très forte de leurs représentants. In coda venenum. Il a dit des choses tout à l'heure gentilles, d'ailleurs, mais... ça a été dit. J'ai entendu ce qu'a dit Monsieur Péné, la personne qui effectivement représentait la FFS. Bon. Donc, j'ai eu cette conversation aussi avec Bernard Spitz. Bon, donc, Bernard Spitz, c'est le président de la FFSA. Monsieur Péné est le directeur. Voilà, donc, je n'ai pas eu le sentiment d'être le porte-parole de qui que ce soit, parce que justement, je ne trouvais pas chez les assureurs sauf évidemment ceux, Gallian notamment, qui étaient impliqués dans la GRL, mais enfin, ils sont peu nombreux. Je ne trouvais pas disons, on regardait ça comme un objet intéressant, mais n'était pas forcément très désireux de s'y investir. Donc voilà, les choses, je le comprends, parce que par ailleurs, il faut créer aussi les conditions et le climat pour que les choses se fassent. Bon, voilà. Alors maintenant, où en sommes-nous ? D'abord, où nous en sommes, Daniel Raoult l'a dit, sur plusieurs points. Au Sénat, le texte, effectivement, est passé. Bon, nous sommes en première lecture, à l'Assemblée comme au Sénat, donc il y aura une deuxième lecture. Voilà. Donc, en première lecture, le texte est passé au Sénat. Le Sénat a créé un groupe de travail. J'ai entendu ce qu'a dit Daniel Raoult, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'a priori, que les choses étaient ouvertes. Très bien. L'idée de la taxe, mais honnêtement, moi, ça ne m'a pas surpris, est abandonnée aujourd'hui par le gouvernement. Il faut répondre maintenant à la question du financement. Si c'est un problème, si on reste dans une configuration publique. Donc il me semble qu'il y a plusieurs hypothèses qui s'ouvrent. Enfin, il y en a deux en réalité. Il y en a une qui serait de maintenir effectivement un système public. Je crois que la ministre, elle l'a dit clairement dans le texte qu'elle vous a fait passer, je pense, privilégie aujourd'hui plutôt cette configuration. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'évidemment, il faut répondre à un certain nombre de questions. Donc ça veut dire, pour parler clairement, que je pense qu'il faut qu'il y ait une reconfiguration de la GUL. Alors, dans quel sens ? Il y a dans le rapport de l'inspection générale une GUL qui tourne autour de 250 millions. Voilà. C'est drôle ce rapport, parce qu'il commence à 250 millions et finissent à 1 milliard. Bon, alors ils rajoutent des options, des options sur la couverture, sur ce que fait la GUL, si vous voulez. Bon. Il peut y avoir une petite GUL qui fonctionne, 250 millions. Maintenant, sur les 250 millions, il y en a 160
pour Action Logement. Voilà, donc il faut... Qui en est reconnaissant à l'État, on l'a compris. Voilà, donc moi j'ai rencontré Action Logement, puisque je suis rapporteur du budget du logement à la Commission des finances. Donc j'ai rencontré dans le cadre de mes auditions qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas été à ce stade consultés sur cette question. Et puis il faut trouver 160, 250, il faut quand même trouver 100 millions, c'est pas si facile dans les temps que l'on connaît. On est quand même dans une période de restriction budgétaire évidente, et ça va se poursuivre. Le gouvernement a annoncé quand même 15 milliards par an durant 4 ans de diminution des dépenses publiques. D'ailleurs, c'est l'objet notamment de l'initiative que le Premier ministre a pris hier ou avant-hier. Bon, donc dans ce contexte, c'est pas évident à trouver. Alors, il peut y avoir donc une configuration minimale. Il peut y avoir aussi d'autres options. Celle, par exemple, de recentrer la GUL sur certains publics. Sur ce plan-là, c'était l'engagement du président de la République. Le président de la République n'a pas pris un engagement d'une garantie universelle. Le président de la République a pris un engagement extrêmement clair qui est sur les jeunes et sur le cautionnement, la question de la caution pour les jeunes. Et donc, on peut aussi penser qu'il peut y avoir un recentrage, si vous voulez, sur les jeunes. Ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde, je crois, précédente. Public que M. Dallier identifie aussi comme prioritaire. Ça peut être une hypothèse. Donc ça, c'est les hypothèses, si vous voulez, si on reste dans un cadre public. Si on reste dans un cadre... alors, on peut aussi, effectivement, sortir du cadre public, effectivement, renouer une discussion avec le secteur privé. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je pense que ça peut être aussi une solution intéressante. Depuis le début, d'ailleurs, je le dis. Il faut répondre, évidemment, à un certain nombre de questions. Il y a la question, évidemment, du risque, le partage du risque. Il y a la question de l'aléa moral, comment on le traite. Mais par ailleurs, c'est des questions que, encore une fois, je crois, les professionnels savent aussi traiter, ont des réponses à apporter. Voilà, donc je crois qu'on est dans ce moment-là, dans un moment quand même où il y a manifestement une nécessité, avant la deuxième lecture, en tous les cas, je pense, d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. Je ne vois pas comment on peut en rester au texte actuel. Donc voilà, c'est ce travail qu'il faut faire dans très peu de temps. On peut aussi, encore une fois, moi je pense que la position qui avait été la mienne, qui était, encore une fois, on inscrit les principes dans la loi et puis on se donne du temps. En plus, l'échéance du fonctionnement, c'est 2016. 1er janvier 2016. J'ai jamais compris. Moi, je l'avais dit au rapporteur à l'Assemblée nationale. Je dis pas de raison non plus de se précipiter. On a quand même du temps. Voilà. Et vous savez, honnêtement, ce genre de sujet aurait tout à fait pu justifier un projet de loi à lui tout seul. Moi, j'ai vu des projets de loi pour beaucoup moins que ça. Hein. Donc, franchement, avec une discussion, etc. Il n'y a pas... voilà. Alors, tout ça a été fait dans la loi Allure. Il y a un des articles de la loi Allure, donc très bien. Mais enfin, c'est d'ailleurs une des difficultés de la loi Allure, c'est qu'il y a énormément de choses. Bon, alors il y a des choses très positives, il y a des choses sur lesquelles... Une centaine d'articles, on peut le rappeler. Oui, c'est une cathédrale un peu législative. Et donc il y a des questions aussi qu'on peut peut-être renvoyer, etc. Voilà. Donc, voilà, moi je vous dis très sincèrement les choses. À la fois quelles ont été mes interrogations. Je pense quand même que la GUL est une idée intéressante. Mais encore une fois, les bonnes idées, il faut savoir les mettre en œuvre. La politique, c'est un art d'exécution. Hein. Donc, il faut aussi essayer de se poser les questions, de savoir, quand on met en place un dispositif, assez précisément, jusqu'où il va nous emmener, quelles vont être les conséquences, etc. Vous savez, je suis toujours assez fasciné quand on a une discussion avec, par exemple, les députés allemands, parlementaires allemands. Ils vous posent toujours la question, mais bon, alors, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que les parlementaires français devraient parfois aussi, de droite comme de gauche, s'inspirer de cette méthode. Qu'est-ce qui va se passer ? Les études d'impact existent. C'est vrai que quand on a été un peu... Enfin, moi, ça fait quand même un certain temps que je suis élu.
on voit bien que, ça manque parfois, c'est un peu général, quoi, tout ça. Donc il faut maintenant... where is the beef, hein, comme disent les Anglais. On peut applaudir, vous savez, les intervenants. Je trouve que vous faites très peu.